trouvé les sujets de colle du sujet 2 bien plus compliqués que ceux du sujet 1, alors que déjà j'ai trouvé compliqué ceux du sujet 1. C'est vrai? Ouais, ceux du sujet 2, ils demandaient beaucoup plus de réflexion. Ouais, ils sont plus littéraires, oui, je dirais, bah, parce que pour c'est ça, langage et art. oui. Et celui de la session 3, vous allez peut-être plus brancher connaissances et croyances, le côté scientifique. Bah, on verra. C'est peut-être une appétence personnelle. On verra. Mais là, Là, ouais, ils sur le font sujet peur. 2, ouais, c'était compliqué. Là, j'apprends C'est des bien le basiques. défi, vous n'avez pas peur des défis, vous? Bah, ça fait du bien hein, parfois, mais Bien là, sûr. c'est. Mais si là, J'appréhendais votre un peu orgueil quand est même. piqué, vous allez revenir comme un warrior la prochaine fois, j'en suis On sûre. espère. J'en suis certaine. C'est quand vous voulez, Loïs. Donc pour le sujet, entre guillemets, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, c'est dramatique, c'est une affirmation, c'est une expression courante. Comme donc, par exemple, lorsqu'on perd ses clés, on peut dire c'est dramatique, mais on va aussi dire c'est dramatique pour, par exemple, lorsque un membre de la famille va décéder ou quelque chose, donc, on va dire, de plus grave que de perdre ses clés. Ainsi, c'est dramatique donc, qui est relié au concept du drame, qui est aussi relié donc, à certaines formes artistiques comme le théâtre ou le cinéma. Donc le drame veut bien dire qu'il y a une certaine gravité donc, dans l'expression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Mais comme je viens de le dire, cette expression va dépendre, va être utilisée selon le point de vue que chacun a de la situation. En effet, les perceptions vont être différentes et on assiste là à un problème de relativité suivant les personnes. Donc c'est une expression qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui parce qu'on l'utilise pas forcément à bon escient. Il faudrait donc peut-être la nuancer donc, en faisant intervenir donc, le concept aussi de nuance. Et on va pouvoir se demander donc, comment est-ce qu'on peut parler de drame pour quelque chose de futile et est-ce que du coup on va assister donc, à une dépréciation du mot drame est-ce qu'il est encore utilisé à bon escient donc dans une première partie nous montrerons qu'il faut nuancer cette expression car, pour permettre d'aller au-delà de celle-ci. Et dans une deuxième partie, nous mettrons en avant que le drame donc, est au cœur des représentations artistiques et qui permet de susciter donc, des émotions pour le spectateur. Donc, tout d'abord, donc, il faut nuancer cette expression pour aller au-delà. Donc, nuancer, ça permet donc, de ne pas figer une affirmation, c'est une source d'enrichissement pour celle-ci. Donc, elle apporte plus de diversité à une opinion. Et donc, par exemple, quand on dit c'est dramatique, donc on emploie cette expression qui met en avant donc, la gravité pour un événement qui n'en vaut pas forcément la peine. Elle est employée un peu dans n'importe quelle situation. Il faut savoir relativiser donc, suivant les différentes situations. On peut relier aussi donc, c'est dramatique à l'expression que c'est pas un drame. La nuance permet alors d'enrichir l'expression. Et donc, quand on utilise cette expression pour exprimer des choses plutôt futiles, on peut voir qu'elle a perdu donc, son sens premier. Donc, véritablement, lorsqu'on parle de drame, donc quelque chose de vraiment dramatique. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie. Donc, le drame qui est au cœur des représentations artistiques et qui va susciter des émotions pour le spectateur. Donc, représenter le drame pour un artiste, ça permet de susciter
la catharsis, la purgation des passions chez le spectateur. Il va susciter, donc, en représentant quelque chose de véritablement dramatique cette fois, lorsqu'on prend l'expression dans son sens premier, principal, dans son sens originel, de susciter un sentiment donc, de compassion chez le spectateur. Ainsi, par exemple, dans l'Odyssée, Ulysse va perdre tous ses compagnons durant son aventure. Il va traverser de nombreuses épreuves dramatiques, justement, où petit à petit, ses compagnons vont mourir et lui, il va subir de nombreuses épreuves donc, au cours de son Odyssée. Et après, il va revenir justement tout seul chez lui, donc sans aucun compagnon dans sa cité. Et donc on peut se mettre quand on se représente la scène, on peut se mettre à la place du personnage et ainsi donc vivre véritablement à travers le livre, donc pour cet exemple, la situation du personnage. Être lu par le drame que vit Ulysse dans son Odyssée. On peut aussi prendre l'exemple dans Jean-Pierre Vernant, dans le livre de Jean-Pierre Vernant, l'exemple de Prométhée, qui après avoir berné Zeus se fait punir par celui-ci en se faisant manger le foie la journée par un aigle pendant que celui-ci se reconstitue la nuit et ainsi de suite. Donc pareil, là on s'imagine la scène encore une fois, ce qui pour le coup est réellement dramatique. Ou encore une fois dans le livre de Jean-Pierre Vernant, la scène dans le passage de Dionysos à Thèbes avec Agavé qui va tuer son fils sans s'en rendre compte et va exprimer une sorte de fierté même d'avoir tué son fils, car elle est sous l'emprise de l'alcool. Et voilà, il faut prendre l'expression c'est dramatique un peu avec des pincettes parce qu'on peut l'utiliser dans différentes situations, avec différentes, dans différentes situations et donc on veut pas forcément, c'est pas forcément, on veut pas forcément exprimer la même chose lorsqu'on dit, c'est dramatique. Pour quelque chose de futile que pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine, donc à son sens premier. Voilà. Merci Loïs. Donc ça fait 7 minutes 53, ça y est, c'est fini. Oh, la catastrophe. Non, le drame. Le drame. Bon, on va regarder un peu ça ensemble. Il s'est passé quand même des choses. Votre idée d'expression banalisée ou galvaudée, elle est intéressante, c'est vrai. C'est bien ça ce que vous dites. Ce qui est dommage, c'est que vous tournez autour d'une seule idée et que vous n'alliez pas plus loin parce que vous êtes un peu laissé déstabiliser, etc. Mais c'est intéressant cette idée que... Et puis là où vous avez été très bon, c'est que vous avez analysé les guillemets. C'est que vous avez compris que ce n'était pas une citation d'un auteur, que c'était un mot qu'on ne cesse de répéter. Donc ça, c'est positif. Vous pouvez vous dire bravo là-dessus. OK ? Maintenant, on va revenir quand même sur des choses qui sont de l'ordre de la connaissance de ce que je vous demande d'apprendre pour qu'il y ait vraiment un bagage qui se mette en place. Et par exemple, vous avez dit, moi je trouve que c'était une super idée aussi, de dire que ce drame, on le trouve plutôt au théâtre. Vous avez raison. Et là, vous n'allez pas au bout de l'idée. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'en fait, j'y ai pensé, après j'ai pensé à l'Odyssée et tout. En fait, il y a une raison évidente, c'est qu'il y a un autre sens de dramatique. C'est quoi un dramaturge ? Bah oui, okay. Voilà, c'est évident. C'est quoi un dramaturge ?
Je sais pas la définition exacte, mais on dit un dramaturge, c'est quelqu'un qui fait des pièces de théâtre. Bah, vous voyez, vous connaissez la définition exacte. Ah, ok, bon, bah, c'est ça, voilà. Je trouve que fait, c'est pas hyper élégant. On pourrait dire qu'il écrit des pièces de théâtre, mais c'est la définition exacte. Donc ça aide un petit peu. Parce que vous avez une super intuition de dire, en fait, c'est dramatique, ça n'est pas exactement le synonyme de c'est catastrophique. Oui. C'est pas exactement la même chose. Sinon, bah, ça se trouverait aussi autant dans un roman. Un roman qui se termine très mal. Mais vous avez l'intuition que drama, il y a autre chose. Donc si on veut aller plus loin, du coup, ça vous donnerait un grand 2 ou un grand 3, parce que vous voyez que là, vous tourniez qu'autour d'une seule idée, vous étiez sur votre catastrophe. Je sais pas, moi, dans le langage courant, quand on dit de quelqu'un que c'est une drama queen, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui va en faire tout un plat, donc ça aussi, je pense, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui va en faire tout un plat pour dès qu'il se passe des choses, des petites choses comme ça, qui va dire, justement, qui peut employer l'expression c'est dramatique. Ouais, mais en faire tout un plat, ça me va pas. Ni dans une copine, ni dans oui, une non, mais oui. Alors, essayez de me trouver des mots un peu. C'est quelqu'un qui va surréagir concernant certains événements qui pour quelqu'un, on va dire, de normal, entre guillemets, va paraître justement un événement tout à fait banal. Voilà, donc il y a quelque chose d'excessif dans le comportement. Et est-ce que ça irait pas avec l'idée de théâtre? Que fait le théâtre par rapport au réel? Le grossit. Oui. Et donc ça a un sens en français, c'est ce qu'on appelle dramatiser. Dramatiser. C'est lui donner une forme théâtrale. Et une drama queen, elle est théâtrale. Hein? Parce que drama, en grec, c'est l'action. Ok, c'était pas mal à savoir ça. C'est pas mal. Mais ça, vous le faites en préparant vos sujets de colle, parce que le sujet, il était, vous tapez dramatique dans le dictionnaire, vous cherchez le sens de vos sujets de colle, puisque vous les avez à l'avance. D'accord? Donc ça, c'était pour l'aspect fouiller un peu plus le sujet, mais vous voyez que vous le trouvez très vite en entretien, donc vous êtes vif. Ce qu'il va falloir, là où il va falloir faire attention, c'est les familiarités. C'est-à-dire que spontanément, votre pensée, quand elle arrive spontanément, vous l'exprimez de façon un petit peu familière, y compris pendant l'exposé. Donc ça va être une habitude, tenez bien votre carnet de vocabulaire, pour prendre l'habitude de donner un contour académique à ce que vous voulez dire. D'accord? Parce que sinon, vous allez très vite, ça, il n'y a pas de problème. Et justement, quand vous avez parlé de la purgation des passions, vous dites la catharsis, c'est la purgation des passions, mais juste après, vous me parlez de l'Odyssée. Donc moi, ça m'a un peu déstabilisée parce que la catharsis, c'est pas exactement là qu'on la trouve. Non, oui, pas du tout. Mais au théâtre, justement. Mais je sais pas, en fait, là, maintenant que vous me le dites, en fait, je sais pas. Moi, j'étais un peu paniqué. Et est-ce que on a un auteur de théâtre qu'on a étudié dans le chapitre 1 qui fait tourner tout son théâtre autour de cette idée-là? Oui. Mais... De représenter des événements. Qui est-ce Racine. Bon. Et est-ce que vous connaissez un vers de Racine par cœur, puisque vous aviez à le mettre dans votre cahier de référence? Oui. Allez-y. Phèdre. Allez. Attendez. Non, je sais plus. Je ne saurais pas le redire comme ça. Mais je sais que je sais où j'ai noté, mais je n'arrive pas à le ressortir. Vous me l'apportez, votre cahier de référence? Oui, d'ailleurs. Alors, acte 1, scène 3, Phèdre à Œnone. Je le vis. Allez-y, essayez de le retrouver avec moi. Moi, c'est moi qui vais regarder, c'est pas vous. Je le vis. Je roux. Je rougis. Machin, il me tue, c'est ça? Je pâlis à ça. Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva. Un trouble s'éleva. Non, j'ai aimé. Dans mon âme éperdue. Dans mon âme éperdue. Okay. Donc, il vous faut des armes. Hein. C'est-à-dire que vous êtes vif, vous raisonnez hyper rapidement. Mais maintenant, il faut venir avec ses baskets en cours de PS et avec ses citations en cours de français, vous voyez. Sinon, vous êtes un peu démunis. OK? Donc, ce que vous allez faire, que je vais vous noter ici, stabiloter les citations. Pour en avoir un petit peu. Je ne vous dis pas d'apprendre des kilomètres de citations dans le vide. Hein. En avoir un petit peu, ça permet de réfléchir. D'accord? Et deuxième point,
tenir le carnet de vocabulaire vraiment scrupuleusement. Et notamment, aujourd'hui, vous allez mettre le mot dramatique dedans. Pour les autres cols, essayez le plus possible, en vous divisant le travail, de chercher les mots des sujets dans le dictionnaire, même quand vous sentez que vous les connaissez. Ça va vous économiser beaucoup de temps, y compris pour les dissertes à l'écrit et tout. Ok ? C'est pas un énorme travail à faire. Hein. C'est vraiment taper dans le dictionnaire de l'académie, vous trouvez 2 idées et vous vous répartissez avec les autres. Est-ce que vous avez des questions ? Non. À part que je trouvais les sujets de colle du sujet 2 bien plus compliqués que ceux du sujet 1, alors que déjà j'ai trouvé compliqué ceux du sujet 1. C'est vrai ? Ouais, ceux du sujet 2, ils demandaient beaucoup plus de réflexion. Ouais, ils sont plus littéraires, oui, je dirais, parce que c'est langage et art. Oui. Et celui de la session 3, vous allez peut-être plus brancher connaissances et croyances, le côté scientifique. Bah, c'est peut-être une appétence personnelle. On verra. Là, sur le sujet 2, ouais, c'était compliqué. C'est bien le défi, vous n'avez pas peur des défis, vous ? Bah, ça fait du bien parfois, mais là, c'est... Mais si là, votre orgueil est piqué, vous allez revenir comme un warrior la prochaine fois, j'en suis sûre. J'en suis certaine. On se voit demain en visio ? Oui. À demain. À demain. Paul, vous avez tiré le pouvoir des mots. Oui. Vous avez donc 10 minutes pour proposer une petite forme de laboratoire de la dissertation. Si c'était une dissertation, quel type de réflexion vous pourriez entreprendre ? Et je vais vous chronométrer, comme ça on aura une idée du temps que vous avez passé. Vous voulez avoir une vision sur mon chrono ? Oui. Et ben voilà. D'accord. Donc, lors des concours d'éloquence, aussi prestigieux soient-ils, on parle, l'objectif est de convaincre par la parole. Il serait, dans ce cas, peut-être question d'un pouvoir des mots. Si l'on parle d'un pouvoir des mots, on parle d'une fonction que les mots ont par rapport à la parole ou dans un texte écrit. En effet, le pouvoir constitue une capacité, une possibilité à faire quelque chose. Et les mots sont ce qui constitue dans une langue les phrases et ce qui peut être écrit. Ce qui peut être écrit et prononcé. Donc, parler de pouvoir des mots signifierait qu'il y ait une certaine importance dans la fonction des mots. Donc, on va ainsi pouvoir se demander s'il y a dans les mots et la parole une fonction, un pouvoir allant au-delà de la simple information. Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier temps que la diversité des mots ont une fonction extrêmement importante en fonction de la manière dont ils sont employés pour transmettre notamment des émotions ou bien convaincre. Dans une seconde partie, nous verrons la limite des mots employés. Et dans une troisième partie, nous verrons enfin que les mots ne suffisent pas à transmettre à transmettre ce qu'on peut appeler comme le pouvoir des mots. Tout d'abord, il est possible de transmettre une émotion par la parole et par les mots employés. En effet, il y a par exemple des figures de style permettant d'employer les mots et le langage d'une manière particulière. Les mots ne sont pas employés par leur sens premier, notamment dans la métaphore. Ou bien dans le poème, nous avons notamment Louise Labbé qui transmet dans un sonnet l'émotion, le sentiment de l'amour par « je vis, je meurs, je brûle et me noie », en parlant de ce que fait ressentir l'amour. Ou bien Ulysse dans l'Odyssée d'Homère qui ressent une émotion au moment du discours de l'Aède et ce qui va lui faire à son tour vouloir devenir Aède et raconter ses aventures. De plus, les mots
peuvent avoir une dimension permettant de convaincre, notamment dans la politique. En effet, depuis la démocratie athénienne, les personnes éligibles faisaient un discours avec l'ambition de se faire élire. Nous pouvons aussi noter plus récemment des tyrans arrivant à galvaniser des foules uniquement avec les mots employés. Notamment dans l'histoire récente, nous pouvons noter le nazisme. Donc plus anciennement, il y avait par exemple Cicéron, qui était un des premiers orateurs grecs. Enfin, les mots permettent d'entretenir évidemment une relation ou bien un sentiment de compassion. Nous pouvons voir notamment dans l'Odyssée, lorsque Ulysse décide d'utiliser la parole plutôt que alors qu'il se retrouve nu sur l'île. Donc Homère écrit « Tout compte fait, ce qui lui parut le meilleur fut de dire à distance des mots doux comme le miel. » Cependant, les mots et leurs fonctions ont une limite. En effet, il existe des choses que l'on peut qualifier d'ineffables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dits et exprimés. Notamment dans les religions, on parle par exemple d'une grandeur ineffable pour l'être absolu, enfin pour le Dieu. De plus, il existe des choses intuitives qui restent dures et complexes à qualifier. Ce qu'écrivait Saint Augustin ou Augustin d'Hippone dans les Confessions, en parlant par exemple du temps, celui-ci disait que le temps qui passait était discursif, dont on pouvait parler, mais son ressenti était intuitif, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas explicitement l'exprimer avec des mots. Et enfin, les mots que l'on emploie ne servent pas forcément à... n'ont cependant pas forcément l'utilité même. Les mots que l'on emploie ne sont pas les uniques moyens d'en exprimer ce qu'on veut. Par exemple, pour la dimension convaincante de la parole et des mots, un poète utilisant les mêmes mots qu'un orateur n'aura cependant pas forcément le même pouvoir, car en effet, un orateur aura aussi besoin de sa posture, de sa voix, etc. De plus, donc, les mots ne sont pas forcément le seul moyen de convaincre une foule, par exemple, notamment dans Nana de Émile Zola. Dans le premier chapitre, il est mentionné que Nana, malgré son talent d'actrice médiocre et sa manière très mauvaise de parler, le peuple et la foule est cependant séduit, comme l'écrit Zola à cette heure-ci, ses moindres mouvements soufflaient au désir, pas par les mots, mais bien par son apparence. Et enfin, nous pouvons noter que pour ce qui est des émotions transmises par les mots, la
posture importe aussi beaucoup, notamment dans La Princesse de Clèves, dans la scène de l'aveu à son mari qu'elle est amoureuse du duc de Nemours. Elle se met à genoux avant d'essayer de convaincre et d'implorer la pitié du prince de Clèves. Est-ce que vous avez votre cahier de référence avec vous? Bien sûr. Vous me l'apportez? Merci beaucoup. Alors, Paul, plusieurs choses. On va parler tout d'abord, peut-être, je vais suivre la grille d'évaluation. Ça vous interroger un peu sur les choix que vous avez faits en termes de raisonnement, en termes de connaissances. D'abord de raisonnement. Vous avez beaucoup parlé du pouvoir, je dirais, de consolation des mots. Vous avez parlé d'empathie. Vous avez également parlé de la puissance poétique des mots. Si on schématisait un petit peu, tout ça est assez positif. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pouvoir néfaste des mots? J'en ai parlé aussi quand j'ai parlé notamment des régimes autoritaires, voire totalitaires. Alors, qui vous arrivent avez à parlé, convaincre. est-ce que vous pouvez le nommer ça? Comment ça? La fonction du mot, là, remplit sa fonction d'argumentation, mais elle est tournée vers un objectif qui est le mal. Oui. Mais le pouvoir est toujours le même, à savoir de convaincre. Donc c'est ce qu'on appelle la propagande. C'était ça ma question. D'accord. Mais moi, je vous pose une question plus précise. Je vous demande si les mots ont parfois un pouvoir qui est véritablement néfaste. Outre celui de l'argumentation à des fins... Oui. Est-ce qu'ils peuvent avoir une puissance de frappe qui soit un pouvoir, mais qui ne soit pas celui uniquement d'argumentation? Qu'est-ce que peuvent faire les mots? Qui sont aussi de l'ordre du pouvoir, mais cette fois-ci du pouvoir peut-être plus maléfique ou... Je vois pas du tout. L'insulte, par exemple. Ah oui, l'insulte. Alors? L'insulte, donc le pouvoir, enfin l'objectif d'une insulte, c'est de blesser la personne, ce qui a un pouvoir néfaste, qui peut avoir des répercussions sur la personne. Alors maintenant qu'on a dit ça, est-ce que vous voyez d'autres pouvoirs de ce type, des mots qui ne soient pas que l'angélisme? On va s'arrêter sur ce point-là. On regardera après dans votre cahier de référence. Mais vous avez des personnages qui sont démasqués parfois par d'autres, en les nommant. Vous verrez que Don Salluste démasque Ruy Blas, par exemple. Et du coup, il y a aussi, par exemple, quand on dénonce, la dénonciation. La dénonciation, la délation. Donc, effectivement, ce serait peut-être dans votre grand 1, je dirais, essayer de voir, de qualifier plus concrètement la puissance des mots. La force, la puissance, elle est comme on peut avoir la puissance d'un cyclone ou d'un... Voilà, elle n'est pas forcément que angélique ou positive. Ça, c'est ce qui manquait un peu dans votre grand 1. Dans votre grand 2, les limites, elles sont très bonnes, effectivement. La limite de l'ineffable, c'était très bien d'y avoir pensé. Mais est-ce que vous pourriez me dire quelle est la différence entre votre grand 3 et votre grand 2? Oui, alors, mais moi, j'ai eu un problème là-dessus, en fait. Ouais, vous l'avez senti, que vous étiez sur le même plan de raisonnement. Oui, après, je me suis dit... Ouais. Ça. Alors, là, pour le coup, on va être stratégique. Donc, je ne vais pas du tout... quand je suis perdue et que j'ai un sujet qui a un 2, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Dans le sujet, le pouvoir des mots, c'est le pouvoir de les mots. On est d'accord? Qu'est-ce que je peux faire avec ce 2 dans le grand 3 éventuellement? Interroger le singulier? Mettre le pouvoir du... Non. Bon, là, vous n'allez pas aller loin parce que travailler que sur un mot... Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le génitif, objectif et subjectif? On a vu ça en cours. La peur des ennemis, vous vous souvenez? Qu'est-ce que ça veut dire, la peur des ennemis? Ça veut dire que les ennemis font peur ou qu'ils ont peur? Ah oui, oui, je m'en souviens, on a vu ça, oui. Donc ça pourrait vous aider, vous voyez, à redistribuer les cartes du sujet pour dire, et si on l'étudiait autrement syntaxiquement, le sujet? Du coup, comment on ferait avec le pouvoir des mots? C'est la question que je vous pose, puisque c'est votre colle et pas la mienne. Ah oui.
On reviendra là-dessus, d'accord? Mais ça, il faut vraiment que vous travailliez les cours de méthodologie, sinon vous allez être bloqué pour avancer dans un plan. Ça, c'était pour la partie raisonnement. Pour la partie connaissance, vous avez très bien cité le sonnet des oppositions de Louise Labbé, qui est emprunté à Pétrarque. Mais ce que vous dites pas, vous dites c'est le pouvoir des mots. Mais en quoi ce pouvoir-là, il n'y a que les mots qui peuvent le remplir? Vous ne m'avez pas étudié le sonnet, vous voyez, vous citez, mais... Parce que c'est... il n'y a que les mots qui peuvent le décrire, parce qu'il y a... c'est la manière dont c'est écrit. Alors, qualifions cette manière. Qu'est-ce qu'elle fait, Louise Labbé? C'est-à-dire que vous reprenez les mots de votre citation et vous me dites, à cet endroit-là, elle donne de la puissance aux mots et comment? Expliquez-moi. Notamment, on a quand elle dit je me brûle, elle parle. Elle donne de la puissance au mot brûler parce que elle montre une certaine intensité parce que le fait de brûler, c'est... Il y a une hyperbole là? Elle dit non. Je me brûle extrêmement? Non, mais c'est le fait d'employer le mot brûler plutôt qu'autre chose. Déjà, il y a un oxymore, brûle et me noie, ça oui. Ah. Mais... Est-ce qu'on peut se brûler et se noyer en même temps? Non. Donc, que font les mots que le réel ne peut pas faire? Il peut créer des choses impossibles, notamment se brûler, se noyer, et du coup, ce qui est le cas aussi avec le mensonge, par exemple. Bon, vous voyez, et là, vous allez arriver à cerner un pouvoir spécifique des mots qui n'est pas le pouvoir du geste. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce qui est important, parce qu'après le temps va tourner, il faudra que je passe à Loïs, mais que vous fassiez aussi ça avec votre excellente citation d'Ulysse face à Nausicaa. Vous dites, il décida de dire des mots doux comme le miel. Et puis vous passez à autre chose. Mais quand on cite un texte, en fait, c'est pour en tirer quelque chose. Donc bien sûr, Louise Labbé, vous la citez très bien, mais vous dites qu'on ne peut pas vivre et mourir en même temps. Dans la vraie vie. Seul le langage peut le faire. Donc ça veut dire que seul le langage peut vraiment dire dans quel état contradictoire l'amour la plonge. Et là, vous êtes en train de cerner que ce que peuvent faire les mots, c'est d'inventer l'impossible, l'irréel. C'est-à-dire de créer un monde parallèle dans lequel des choses impossibles se passent. Vous voyez? Je vois. Donc, ce que vous avez fait avec Nausicaa et Ulysse, c'est pareil. Laissez pas une citation en suspens, sinon on se dit pourquoi il a cité, ça sert à rien. Okay. Alors après, très très rapidement, comment il s'appelle la Aède qui aime Ulysse? Démodocos. Et qu'est-ce que ça permet? C'est quoi le pouvoir des mots là? C'est pas juste de pleurer. Non, c'est de raconter quelque chose. Bon. On peut le faire avec des dessins, ça. Qu'est-ce que va faire Ulysse après? Il va faire la même chose. Il va faire la même chose et surtout, il va retrouver son identité, il va se dévoiler. C'est-à-dire qu'en entendant son propre récit, il prend conscience de ce qu'était sa vie. Ça veut dire que l'Aède Démodocos lui a fait accéder à son identité. Et ça, c'est un pouvoir des mots, c'est-à-dire de nous faire prendre conscience. C'est la prise de conscience. C'est un autre pouvoir que vous auriez pu évoquer. Vous voyez? Et ça, vous arrivez à l'évoquer par votre exemple. C'est-à-dire que ça ne vous viendrait pas non. Sur la feuille comme ça. On est d'accord, hein? En revanche, donc moi, mon conseil d'aujourd'hui pour vous, parce que sinon tout est assez sérieux, c'est de tirer plus de choses de vos exemples pour qu'ils vous aident plus à penser. De ne pas les mettre de façon décorative, mais vraiment qu'ils soient là pour vous trouver des idées que vous n'auriez pas eues sans eux. Donc ce qu'on vient de faire avec Ulysse et ce qu'on a fait avec Louise Labbé. Vous voyez, on a trouvé deux pouvoirs des mots qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas refouillé les exemples. D'accord. Je regarde un tout petit peu le cahier de référence. Moi, c'est très bien ce que vous avez fait sur l'Odyssée, sur Nana aussi. Ok. Ça, c'est un peu familier, se met avec mon temps.
c'est un peu familier. Évitez de mettre des choses familières dans votre cahier de référence parce que sinon ça va vous donner envie de les reproduire. Paul Éluard, c'est avec un D. Et ce que vous pouvez faire, alors votre référence à Saint-Augustin, elle est bonne, mais il faudrait qu'il y ait un peu plus de philo que ça. Donc moi, je vais vous demander, je vais l'écrire là, de rajouter de la philosophie dans le cahier de référence. D'accord. D'accord ? Du coup, je l'écris comme ça quand vous passez face à Madame Griffet ou Monsieur Casagrande. Il vérifie que vous l'avez fait. Et puis, je vous dirais de réfléchir au pouvoir néfaste. Et je vous mets tout de suite la référence qu'on fera après Noël, quand Don Salluste nomme Ruy Blas Don César. Là, c'est véritablement une utilisation machiavélique des mots. OK ? Donc, comme ça, vous regardez ça avant votre prochaine colle. Ça va pour vous ? C'est à peu près clair ? Ça va. Donc à Alban, vous avez tiré l'art d'aimer. Enfin, c'est le sujet que vous avez conservé après en avoir tiré 2. Eh bien, je vais le mettre en route un petit chronomètre pour qu'on ait une idée du temps que vous avez tenu. Vous le verrez défiler si vous voulez. Ça vous va de voir le mien ? Ok. De nos jours, les mouvements LGBT bouleversent la tradition du couple hétérosexuel et exposent au grand jour de nouvelles façons d'aimer en sortant des normes sociétales. Ovide, dans son ouvrage L'art d'aimer, dans l'Antiquité romaine, latine, fixe certaines règles et certaines techniques pour trouver et conserver l'amour. En effet, le sens du mot art dans son titre L'art d'aimer est celui de technique et son ouvrage est en quelque sorte un manuel afin de trouver l'amour. Et donc, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est s'il existe une véritable technique pour aimer et pour trouver l'amour, ou si l'amour est plutôt un sentiment du chaos, et donc chaotique. Donc, dans un premier temps, Ovide, dans son ouvrage, pense que oui, il y a une véritable méthode, ou du moins c'est ce qu'il nous laisse penser dans son ouvrage. Alors, il explique notamment comment trouver un partenaire, donc les lieux dans lesquels on peut trouver un partenaire, donc le théâtre ou le cirque dans l'Antiquité romaine. Il explique aussi notamment que des sentiments comme la confiance en soi vont aider en fait, à trouver l'amour et quand on est amoureux, on va essayer de chasser la pudeur et donc d'essayer d'être le plus complice possible avec la personne aimée, ainsi qu'avec la servante de la personne qu'on aime, afin de s'approcher le plus possible de la personne aimée. Et il explique aussi comment garder sa conquête en disant pour être aimé, sois aimable, et en donnant toute une série de conseils afin de garder sa compagne. Il est vrai qu'on pourrait s'imaginer comme Ovide que les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il y aurait en quelque sorte une certaine manière de tomber amoureux et donc une certaine manière de trouver l'amour, et que ce serait en quelque sorte logique de se dire que si tout le monde arrive à tomber amoureux de cette manière, si on fait les mêmes choses qu'eux, on trouvera aussi l'amour. Cependant, Ovide, dans son ouvrage, est complètement ironique et il n'est pas sérieux dans son ouvrage parce qu'il pense que l'amour n'est pas une science exacte, et c'est ce que nous allons voir dans une seconde partie, que l'amour est un sentiment qui échappe à peu près à toutes les règles. En effet, l'amour est un sentiment, relève de l'ineffable, donc de quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas on peut pas réussir à bien expliquer et à définir, parce que l'amour échappe à toutes les règles. Et c'est notamment
ce qu'on retrouve dans la poésie de Louise Labbé, dans les sonnets en 1555, qui écrit « Je vis, je meurs, je me brûle et je me noie, j'ai chaud extrême en endurant froideur, la vie m'est trop molle et trop dure, j'ai de grands ennuis entremêlés de joie. » Donc là, on voit bien que c'est bourré de paradoxes, et il n'y a que ça dans tout ce sonnet. Donc l'amour provoque des réactions contraires, et donc on ne peut pas avoir une science exacte, parce que, par exemple, l'amour, il va vous brûler et vous noyer, ce qui est complètement impossible. Enfin, c'est pas possible de se brûler et se noyer en même temps. Donc l'amour est quelque chose, en quelque sorte, d'au-dessus, qui échapperait aux règles qu'on pourrait essayer de lui appliquer. L'amour va aussi pousser à commettre des choses qui sortent des règles. On peut penser par exemple à Zeus, donc dans la mythologie grecque, qui est un dieu et qui tombe amoureux de nombreuses humaines, donc, comme Sémélé ou Métis. Donc l'amour fait faire des choses qui, encore une fois, sortent des règles et qui ne respectent pas de logique rationnelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'explicite Pascal dans Les Pensées quand il dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, même si cette fois-ci il fait plutôt référence à la foi et à l'amour de Dieu plutôt qu'à l'amour entre humains. Et donc il explique que, encore une fois, l'amour, on ne peut pas l'expliquer, et on aura beau essayer de le définir, ça ne pourra pas aboutir à quelque chose de vraiment précis. Et on a une idée vague de ce que c'est, mais on ignore, on ne peut pas bien définir ce que c'est l'amour. Et je peux voir combien de temps il reste pour voir si j'ai le temps de... J'aimerais avec une lettre en cours. Oui, pardon. 5 minutes 58. 5 minutes 58, ok, j'ai le temps. Alors, c'était où ? Oui, et cette idée que l'amour échappe aussi aux logiques et aux logiques rationnelles des humains, elle est aussi expliquée par Sénèque, qui commente le dicton « L'amour est la folie de l'amitié », en expliquant que c'est faux, parce que en fait, il explique que c'est faux, mais toujours en ayant une idée de l'amour comme quelque chose qui ne suit pas la logique rationnelle, parce qu'il explique qu'on ne peut pas tomber amoureux par intérêt, alors qu'on peut être ami avec quelqu'un par intérêt, et donc que l'amour ne peut pas être la folie de l'amitié, et que c'est quelque chose de différent, mais encore une fois, qui ne respecte pas les logiques rationnelles entre les humains. Cependant, dans une troisième partie, il faut préciser qu'il va falloir quand même trouver un cadre à l'amour et essayer de le définir, parce que même si on ne peut pas définir en soi ce qu'est l'amour, on peut essayer de l'encadrer et de différencier différents types d'amour, parce que s'il n'y a pas de définition, l'amour, ça n'existe pas. Si on ne peut pas le définir, on pourrait se dire que ça n'existe pas, quoi. Donc, dans un premier temps, Jacobson, après avoir étudié de nombreuses poésies, il va écrire son roman, son ouvrage scientifique presque sur les fonctions de la parole. Il en compte 6. Et l'amour, ça correspond à la fois à la fonction émotive, donc c'est une fonction vecteur d'une émotion, donc de la parole. Quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, on donne une émotion. Et à la fois la fonction conative, parce qu'on attend la plupart du temps, quand on aime quelqu'un, on aimerait bien qu'il nous aime en retour. Donc on attend une réaction du destinataire. Donc ça, c'est une approche plus scientifique de l'amour, mais ça ne nous permet toujours pas de définir plus précisément ce que c'est. Aussi, on a différents types d'amour, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est l'amour propre.
Et ça aussi, on peut essayer de le différencier de l'amour qu'on peut porter à quelqu'un ou à Dieu. Donc l'amour propre, c'est l'amour de soi-même. Et on retrouve notamment cette thématique dans l'Antiquité grecque, que ce soit avec l'histoire de la pomme de la discorde que Eris jette au milieu du mariage de Thétis et Pélée, et qui va engendrer la guerre de Troie, parce que les trois déesses, enfin les deux déesses à qui Paris n'a pas dit qu'elles étaient les plus belles, par amour-propre, vont se ranger du côté des assaillants de la guerre de Troie, juste parce qu'on ne leur a pas dit que c'était elles les plus belles. Et aussi on retrouve ça dans les métamorphoses d'Ovide, avec l'épisode de Narcisse qui est amoureux de lui-même. Et enfin, j'ai pensé aussi à Roland Barthes, qui fait une distinction dans le théâtre de Racine entre l'éros sororal, donc un amour dans lequel il ne se passe, il n'y a pas qui respecte en quelque sorte plus la logique et qui n'explose pas complètement. Donc c'est l'exemple de Bérénice et de Titus, dans lequel un amour au final, dans la pièce, ils n'arrivent pas à s'aimer, ils n'arrivent pas à véritablement faire exploser leur amour. Et il oppose ça à l'éros événement. Et ça, l'éros événement, il le trouve dans Phèdre. Donc Phèdre qui est amoureuse de Hippolyte, qui est le fils de son époux. Et là, encore une fois, ça explose, entre guillemets, et ça dépasse toute limite, parce qu'elle dit je le vis, je rougis et je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Ah, oui. Ok. Du coup, encore une fois, là, il y a des nombreux paradoxes, et c'est ce qu'on pourrait qualifier de l'amour ineffable. Et donc, pour conclure, s'il n'y a pas une véritable méthode pour tomber amoureux, on peut quand même essayer de décrire l'amour et de le définir et de l'encadrer sans pour autant être bien précis. Merci Alban. Loïs, comme vous êtes resté, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas réussi à trouver autant de références, je suis assez bluffé. Je voudrais plus parler des passions. Il en a déjà parlé, mais j'en ai plus mis l'accent sur le fait que aimer, c'est se laisser aller à nos passions, et voilà, mais sinon... Et du coup, comment vous liez ça à l'art d'aimer? Vous le mettez où? Dans un grand 1, un grand 2, un grand 3? Un grand 2. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la passion, ça... Parce qu'on subit. On l'a subie, donc on ne peut pas l'apprendre. Très bien. C'est pour que vous alliez bien au bout, et effectivement, c'est une bonne remarque. Et à part ça, pas grand-chose à dire, je suis assez bluffé. Du grand 3, vous avez pensé quoi? Peut-être le grand 3. Bon, le grand 3, vous êtes un peu sorti du sujet. Vous avez fait des grandes dérives sur la définition de l'amour, alors que la question c'est, est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut en établir un art? Et au détour de dire il faut l'encadrer, hop, vous avez un peu dérivé, du coup vous avez dépassé le temps. Moi, je partage le constat de Loïs. Vous travaillez bien votre cahier de référence, parce que même quand je mentionne Roland Barthes un tout petit peu au détour du cours, vous allez revérifier. Et puis Ovide, pareil, je ne vous avais pas dit tout ça, moi. Vous êtes allé voir Ovide. Ça, c'est excellent. C'est la façon de travailler cette matière. Vraiment, ça, c'est parfait. Alors, on va peut-être dire... allez, on va creuser deux idées dans le petit temps qu'on a. La première, c'est que la limite que vous voyez, c'est de dire, bon, c'est chaotique, alors vous n'utilisez pas la passion comme le dit Loïs, mais ça aurait été vraiment une super idée. Parce qu'effectivement, cette idée de... Et l'éros événement de Barthes, c'est ça, c'est la passion. Donc ça ne s'apprend pas, ça nous tombe dessus, c'est un événement, ça arrive. Ça, c'est très bien. Mais voyons autre chose. Si jamais on exploite un petit peu mieux le grand 1 que vous avez fait en disant, Ovide nous dit qu'il suffit d'aller au théâtre, qu'il faut se maquiller, etc. C'est quoi la dérive possible si on devient un expert de l'art d'aimer? C'est qu'au final, on essaie de reproduire ça, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, au final, dans l'amour, il y a quand même
faut quand même que ça vienne aussi de l'autre personne. Donc si d'un côté on a un expert et l'autre qui Bon, suit ça un peut peu être ce qu'il ça fait. croit. Vous en connaissez Oui, pas ouais, c'est des ça. exemples dans la littérature, des experts dans l'art d'aimer qui sont des grands conquérants? Ah si, je sais, attends, c'est Bellamy, non? Alors par exemple, Georges Duroy, il se débrouille très bien chez Maupassant. Vous en avez pas d'autres un peu plus tôt en littérature qui peuvent même s'échanger des lettres à ce sujet? Là, non, j'ai pas dit. Mais sinon, il y a Zeus aussi, non? Ah bah Zeus, il est très fort en art d'aimer. Alors lui, son outil, c'est plutôt la métamorphose, la pluie d'or, le cygne. Vous avez aussi Valmont et Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. Et peut-être chez Molière, vous en connaissez pas un qui fait toute une tirade où il explique... Vous l'avez, Loïs? Don Juan, oui. Bah oui. Alors, Don Juan a l'air de nous dire qu'on peut devenir spécialiste. Comme s'il avait une méthode tellement bien réglée qu'il peut séduire tout le monde. C'est ce qu'il nous dit dans sa tirade de l'inconstance. Mais quel est le risque? Bah, c'est qu'au final, lui, il aime pas vraiment. Il fait juste ça pour impressionner les gens. Et vous voyez, on arrive à un autre enjeu du sujet que pour le coup, vous n'aviez pas trouvé, mais c'est normal, hein, vous êtes en début de première année, qui est que si on se dit que c'est une technique qu'on peut maîtriser, en fait, on va lui enlever son sel, en fait. C'est-à-dire, je vais devenir maître en l'art d'aimer, mais je ne vais plus aimer personne. J'ai vidé la notion de son sens. Donc ça permettrait de grossir un peu le grand 2. Vous voulez le noter? Non. Donc ça, ce serait pour étoffer un peu votre grand 2. Vous le trouvez très facilement en entretien, hein, parce que vous voyez, vous les trouvez les références. Puis Loïs aussi, c'est bien que vous soyez restés. Et alors toujours, c'est ce que j'ai proposé à Paul tout à l'heure, mais quand on a le droit de devenir un peu des experts de la dissertation et de se dire, bon, bah, quand j'ai un sujet comme ça, comment j'essaye de le dépasser? Est-ce que vous voyez les sujets en 2, comment on peut essayer de les dépasser? Parce que là, vous m'avez dit, en gros, vous m'avez dit, l'art d'aimer, c'est que j'attribue à aimer une méthode. D'accord? Comme la peur des ennemis, c'est que j'attribue aux ennemis une peur. Je pense que les ennemis ont peur. Ils possèdent une peur. Mais je vous avais dit que ce 2, on peut essayer de le retourner. Et faire aimer l'art? Ou non? Ce ne serait pas aimer l'art, mais ce serait aimer qui serait à l'origine lui-même d'un art, c'est-à-dire qu'il y a peut-être... C'est-à-dire qu'on pourrait retourner peut-être le raisonnement de façon un peu platonicienne, par exemple, parce que ça, c'est une autre dimension, c'est qu'il n'y a pas de philosophie et il faut que ce soit 50-50 votre col. Mais chez Platon, Eros, c'est ce qui justement me permet de m'élever vers la connaissance. Donc il est premier, c'est-à-dire qu'on le fait passer en premier. Ce n'est pas d'abord la méthode et donc j'aime, mais d'abord aimer et ensuite la méthode. Vous voyez? Ça vous permettrait de redépasser votre sujet, d'avoir un grand 3. Et surtout de ne pas sortir du sujet de grandes dérives sur l'amour, etc. Attention à votre posture corporelle. Vous êtes un peu les jambes écartées, avachis. Et c'est bourré de paradoxes, c'est un peu trop familier, mais sinon, je trouve qu'il est très facile de vous suivre, de suivre votre logique. Et je pense que votre assurance vient de vos connaissances. Donc là-dessus, moi, je tiens à vous féliciter. Merci. Vraiment, je pense que, je ne sais pas si vous le sentez, mais vous aviez envie de traiter le sujet aussi parce que vous aviez des billes. Comme je disais tout à l'heure, on va en EPS avec ses baskets, on va en colle de littérature avec des références, sinon on n'a pas de quoi faire. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est très encourageant pour la suite. Je regarde très rapidement votre cahier, comme vous l'avez là sous les yeux. Et puis après, je vais vous libérer parce que... Je vais vous donner le même conseil qu'un autre de la classe. Je vous corrige les petites fautes. Hein. Roland Barthes, il y a un H. Je vous dirais que maintenant, ce que vous faites très bien, il faut le faire en philosophie. D'accord? Il faut mettre quelques références philosophiques. Ouais, dans mon là, vous avez Rousseau. Je pense que j'ai plus de philosophie que de littérature même, mais j'ai pas réussi à trouver de références philosophiques. Ici, vous trouvez que vous avez plus de philo? Je pense que oui, j'ai vraiment pas mal de philo. Bah, disons que sur Aimé, on va attendre
Il y a Platon, quand même, avec Eros. Et Spinoza, je dirais. Avec le Conatus. Quelque chose comme ça. C'est quoi le Conatus? Oh bah, je ne vais pas vous faire un cours sur Spinoza maintenant. En plus, je vous Ça rappelle que je ne s'écrit suis juste, pas prof de philo. Oui, je sais. Mais ça s'écrit comment juste? Sconatus. Ok. Par contre, faites attention, il y a pas mal de fautes d'orthographe au nom des auteurs. Ah. Que je vous corrige. Et autant vous êtes bon à l'oral, autant à l'écrit, ça risque de mettre un petit voile d'illégitimité. Vous voyez, votre parole sera peut-être moins lue s'il y a plein de fautes au nom des auteurs. Fichez un peu de Platon. Ok. Il n'y a pas tant de philo que ça. Hein. Vous avez Marx. Il va falloir mettre un petit peu plus de philo. D'accord? Là aussi, remis place. Et attention, j'ai corrigé quand même pas mal de fautes de personnages et d'auteurs. Et ça, à l'écrit, c'est assez handicapant. OK? Merci. Et voilà.